Sur Terre, il y a certains endroits où le goudron remonte de la même façon. Le site le plus connu se trouve au cœur même de Los Angeles. Ce sont les fameux puits de goudron de La Brea. Cet endroit est célèbre, car plusieurs représentants de la faune nord-américaine, aujourd'hui éteints, ont été pris au piège dans le goudron où ils sont morts et ont été préservés intacts. Sur la terre ferme, ces puits de goudron se sont révélés un danger mortel. Mais sous l'eau, ils forment des oasis de vie sur la plaine abyssale. Les bactéries se nourrissent des composants chimiques qu'elles trouvent dans le goudron, comme celles des évents hydrothermaux. Et d'autres créatures se nourrissent à leur tour de ces bactéries, générant de riches et prospères communautés. Plus on explore cette plaine, plus on découvre des formes de vie extraordinaires. D'autres composants chimiques émergent du sol, de la même façon que le goudron. Partout où cela se produit, la vie sait en tirer profit. Par endroits, la plaine abyssale s'étend sur plus de 1500 km. L'homme n'en a exploré qu'une toute petite partie. Beaucoup de créatures étranges attendent encore d'être découvertes. Maintenant qu'on a presque totalement vidé l'océan de son eau, notre planète présente un aspect totalement différent. Même les paysages les plus familiers sont méconnaissables. Voici une vue des îles des Bahamas, qui s'élèvent à plus de 3000 mètres au-dessus de la plaine abyssale. On est loin du paradis tropical auquel nous sommes habitués. L'archipel des Bahamas est constitué de centaines d'îles caressées par les eaux turquoises d'une mer qui fait souvent moins de 10 mètres de profondeur. Ces îles sont éparpillées sur une zone de 15 000 km². Émergeant à la surface, elles ne sont en fait que les pointes d'une immense structure sous-marine appelée le Great Bahama Bank. Contrairement au paysage que nous avons révélé jusqu'ici, celui-ci n'a pas été créé par l'activité volcanique. Il s'est formé sur des millions d'années à partir de sédiments carbonatés issus des coquilles et des squelettes des innombrables animaux qui ont vécu dans ces eaux. Nous disons toujours que les sédiments carbonatés ne sont pas fabriqués, mais qu'ils naissent, parce qu'ils sont produits par des organismes. Le Great Bahama Bank est formé des restes de vie marine. Mais il grandit sans cesse grâce à la présence de tout un tas de créatures vivantes, des minuscules coraux jusqu'au plancton. Les récifs des Bahamas sont comme de fins morceaux de peau sur un immense bloc calcaire qui ne cesse de croître depuis des millions d'années. Il est difficile d'imaginer le nombre de créatures qui ont dû mourir pour produire une structure d'une telle taille. On arrive même à appréhender sa taille sans vider la mer de son eau. Vu de l'espace, les eaux turquoises nous montrent les limites de cette structure. Les profondes vallées qui la percent apparaissent en bleu foncé. Mais pour prendre toute la mesure de ce paysage, il faut drainer l'océan jusqu'à la plaine abyssale.
Gregor et Burley vivraient alors une expérience toute différente en se promenant sur la côte des Bahamas. Nous nous trouvons au bord du Great Bahama Bank, sur une île entourée d'une merveilleuse eau turquoise. Mais si on retirait cette eau, on se retrouverait au bord d'un plateau dominant un paysage de récifs, puis un trou spectaculaire de 3,5 km de profondeur formant le chenal de Providence. Il y a environ 3 km de la plaine abyssale jusqu'au sommet de cette falaise où les vagues caressent les côtes. Certaines de ces falaises sont parmi les plus raides de la planète. C'est certainement l'une des faces les plus escarpées de la planète. Pour vous donner une idée, elle est plus raide que la face la plus raide de l'Everest. Le Great Bahama Bank n'est pas la seule structure massive à s'élever à partir de la plaine abyssale. Le sol océanique est constellé de montagnes volcaniques que l'on appelle des monts sous-marins. La plus grande partie de l'activité volcanique de la planète se produit sous les flots. Le volcanisme donne naissance à des montagnes qui vont de quelques centaines de mètres à des géants capables d'émerger à la surface, comme les îles de la chaîne hawaïenne. C'est dans le Pacifique qu'on trouve la plus grande concentration de monts sous-marins. Ceux qui se trouvent autour de Hawaï ont été cartographiés avec une grande précision. Les chercheurs du laboratoire de recherche sous-marine de Hawaï ont effectué de nombreuses plongées sur ces monts sous-marins. Ils ont ainsi découvert qu'ils grouillaient tous de vie. Bien que nous soyons loin de les avoir tous visités, nous pouvons dire, en nous basant sur ceux que nous connaissons, qu'ils sont habités par une quantité incroyable d'animaux. Ils sont tous uniques, tous différents, et on y découvre toujours quelque chose de nouveau. Mais le plus impressionnant est peut-être leur nombre. Les chercheurs en ont répertorié 15 000 rien que dans l'océan Pacifique. Si chacun de ces monts abrite une vie aussi riche et diverse que ceux qu'ont étudiés les chercheurs hawaïens, ils occupent une place importante dans la biodiversité terrestre. Or, nous ne connaissons pas la majorité d'entre eux. Mais toutes les structures qui s'élèvent du sous-sol océanique autour de Hawaï ne sont pas des monts sous-marins. Certaines ont été générées par des phénomènes d'une violence inouïe. Au large de la côte nord de l'île d'Oahu se cachent des structures très étranges. Quand on a relevé leur présence par sonar, on a d'abord cru qu'il s'agissait d'anciens monts sous-marins, semblables à ceux qui sont éparpillés un peu partout sur le sol du Pacifique. Mais ces reliefs sont différents. Ils pourraient être en fait le produit d'une spectaculaire explosion. Ces structures étranges ont été étudiées en détail par John Smith. En l'absence d'eau, nous pouvons vraiment apprécier l'échelle de ce paysage. Le plus gros de ces blocs a été nommé Tuscaloosa. Son sommet culmine à environ 1500 mètres sous la surface de l'eau. Si John Smith pouvait se tenir au sommet de Tuscaloosa, il serait stupéfait de sa taille. Je suis au sommet du mont Tuscaloosa, dans le champ de débris d'avalanche de Nuuanu, qui m'entoure de toutes parts. Son sommet est totalement plat et ses flancs sont très découpés et très raides. Il mesure 1500 mètres de haut pour une base de la taille de la ville d'Atlanta.
Tuscaloosa est le plus gros de ces blocs. Mais il y en a beaucoup d'autres, dont certains font plusieurs kilomètres de large et d'autres la taille d'un immeuble. Ils sont dispersés sur une vaste zone, selon un schéma qui laisse penser que ce ne sont pas des monts sous-marins, mais les débris d'un gigantesque glissement de terrain que l'on a baptisé l'avalanche de débris de Nuuanu. L'avalanche de débris de Nuuanu est l'une des plus importantes qui se soit produite. Elle s'est répandue jusqu'à 250 km des côtes. Le site de débris de cette avalanche fait environ la taille de l'État du New Hampshire. Ces énormes blocs ont peut-être glissé doucement dans l'océan sous l'effet d'un effondrement d'une partie de l'île d'Oahu ou de l'érosion. Mais certains détails laissent penser que ces débris proviennent plutôt d'une explosion soudaine et massive. Il est difficile de se représenter l'échelle d'une telle explosion. En comparaison, celle qui s'est produite au mont Sainte-Hélène semble anecdotique. En 1980, une énorme explosion, assez puissante pour détacher tout un pan de ce volcan, avait provoqué un gigantesque glissement de terrain. Mais l'explosion qui a donné naissance à Nuuanu a dû être bien plus importante. Les débris provenant du glissement de terrain du mont Sainte-Hélène recouvrent une zone d'environ 60 km². Les débris de Nuuanu sont éparpillés sur près de 20 000 km². Les forces qui ont déclenché cette gigantesque explosion agissent encore sur les îles hawaïennes aujourd'hui. Des coulées de lave dévalent les flancs de la montagne et se jettent dans la mer, générant d'immenses nuages de vapeur. Bien sûr, cette éruption est très faible en comparaison de certaines qui ont eu lieu dans le passé. Parfois, la vapeur s'accumule et la pression devient alors si forte qu'elle déclenche une explosion. Maintenant, pour vous faire une idée de l'explosion qui a généré l'avalanche de Nuuanu, imaginez ce même phénomène à une échelle gigantesque. Nuuanu est certainement la plus importante de ces avalanches de débris, mais il y en a eu beaucoup d'autres du même type sur les îles hawaïennes. Il y a eu une vingtaine d'autres glissements de terrain très importants, pas autant que celui-ci, mais du même ordre, et une cinquantaine dans la partie nord-ouest de la chaîne hawaïenne. Chacun de ces glissements de terrain aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour l'archipel montagneux, comme le montre cette modélisation informatique. Quand on réunit toutes les données collectées au fond de l'océan et qu'on génère un puissant tremblement de terre, on constate que d'énormes vagues remontent le long de la chaîne et inondent certaines de ces îles. Cette modélisation montre qu'un tremblement de terre sur la Grande Île pourrait créer un tsunami si puissant qu'il couperait en deux des îles comme Molokai et Maui. Certains géologues pensent que l'on peut encore relever les traces d'un tsunami géant de ce type sur l'île de Lanai. Sur cette île, on trouve essentiellement des roches blanches et noires. Les noires sont du basalte, des roches volcaniques qui ont été polies et remodelées sous l'action des vagues. Les roches blanches proviennent d'anciens récifs coralliens fossilisés. Ces roches coralliennes ont pu être arrachées du sol océanique et rejetées sur la plage par un tsunami de grande importance.